Patrick Bruel est l'une des personnalités les plus populaires de la chanson française, avec plus de 15 millions d'albums vendus, des décennies de succès et une présence incontournable au sein des Enfoirés. Il fait tout de même partie du paysage culturel français depuis plus de 40 ans. Mais depuis plusieurs semaines, de nombreuses femmes prennent la parole pour dénoncer des agressions sexuelles qu'aurait commis Patrick Bruel, agressions qui auraient eu lieu sur plusieurs décennies dans plusieurs pays. Bien que Patrick Bruel bénéficie de la présomption d'innocence, l'affaire est une onde de choc en France et présente de nombreuses interrogations. Que lui est-il exactement reproché? Que contiennent les témoignages? Existe-t-il des preuves? Qui était au courant dans l'industrie de la musique sans pour autant ne jamais avoir rien fait? Et pourquoi les procédures judiciaires risquent de prendre des années? Plongeons ensemble dans cette affaire pour démêler le vrai du faux. Hello, moi c'est Anaïs, je suis avocate en Californie, je suis rentrée en France pour décrypter l'actualité juridique et je suis trop contente de vous retrouver dans ce format parce que ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait. Je me suis absentée pour aller tourner un documentaire sur ICE aux États-Unis et donc forcément ça m'a pris un peu de temps. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, il a beaucoup plu et je suis trop contente de pouvoir faire ce genre de format pour essayer de sensibiliser les gens sur ce qui se passe. D'ailleurs, vous êtes plein de demander des conseils pour apprendre l'anglais. S'il y a bien un organisme que je vous conseille, c'est Anglify. Ça fait longtemps que je travaille avec eux. Tous ceux d'entre vous qui ont testé, vous êtes hyper contents d'Anglify. C'est un organisme de formation spécialisé dans l'apprentissage de l'anglais en ligne, mais attention, vous êtes avec des professeurs en Zoom toutes les semaines qui vous suivent. C'est personnalisé, c'est moderne, mais surtout c'est super efficace. Au début, vous passez un test de niveau et un test de personnalité. Comme ça, ils vous créent un programme sur mesure, adapté à votre niveau, votre emploi du temps, votre manière d'apprendre, ce que vous aimez, ce qui vous intéresse, etc. Ensuite, ils vont vous proposer 2 coachs et vous choisissez le coach avec lequel vous avez envie d'apprendre l'anglais. Et les coachs, c'est vraiment un énorme plus d'Anglify. C'est des profs qui viennent du monde entier, qui sont passionnants, qui sont passionnés, ils ont vraiment envie que vous appreniez l'anglais, ils sont à votre écoute, ils font vraiment attention à votre progression, il y a une relation de confiance, il y a également beaucoup de bienveillance et justement je trouve que c'est hyper important pour apprendre une langue. Comment ça se passe? Toutes les semaines vous avez un cours particulier en visio avec le coach que vous avez choisi et en plus vous avez un cours collectif, vous choisissez le cours collectif auquel vous voulez aller, vous avez un cours de cuisine en anglais, vous avez un cours sur l'actualité, cours de cinéma, pop culture, etc. Et vous mettez également en relation avec les différents élèves Anglify, comme ça vous pouvez parler en anglais et pratiquer parce que c'est la chose la plus importante pour progresser. D'ailleurs, les formations Anglify sont certifiantes et elles sont éligibles au compte CPF. Donc en passant par le lien qui est en biographie, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un conseiller pédagogique pour parler de vos objectifs, de votre plan, etc. Bien sûr, c'est gratuit, ça ne vous engage en rien. Et merci encore une fois Anglify. C'est parti pour la vidéo. Avant de parler des accusations qui visent aujourd'hui Patrick Bruel, je pense qu'il est important de comprendre la place qu'il occupe dans la culture populaire française. Donc Patrick Bruel est un acteur, chanteur, comédien qui est né en 1959 en Algérie, de parents pieds-noirs. Il connaît ses vrais succès dans les années 80 et il explose en 1989 avec l'album Alors Regarde et des titres devenus cultes que vous connaissez peut-être. Et on se tenait rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pas. Et aux États-Unis, n'importe quoi, je suis matrixée par les États-Unis, on est en France. Et dans les années 1990, il devient un vrai phénomène de société. Je m'en étais pas bien rendu compte parce que forcément, j'étais pas encore née, mais c'est en faisant mes recherches que j'ai réalisé qu'il avait vraiment un fan club énorme. On parle de cette période comme la Bruelmania. À chacune de ses apparitions publiques, il y avait des milliers de femmes qui hurlaient son nom, certaines s'évanouissaient, elles pleurent. Et ce phénomène-là, on l'a observé pour les Beatles ou d'autres personnalités qui ont eu un énorme succès. Patrick Bruel, c'était vraiment une superstar. Alors, il ne s'est pas limité à sa carrière de musicien, puisqu'en parallèle, il a développé une carrière d'acteur dans le cinéma français, à la télévision, au théâtre. Et donc en fait, même si aujourd'hui il se présente un petit peu moins dans la musique, il est très présent dans l'industrie du théâtre par exemple. Ensuite, on ne peut pas parler de Patrick Bruel sans parler des femmes. Cette popularité exceptionnelle qu'il a eue auprès du public féminin, notamment au moment de la Bruelmania, ça a toujours fait partie de son image publique. Il incarnait le chanteur romantique par excellence, il avait presque un statut de sex symbole en France, et ça a contribué à construire sa légende et son influence dans l'industrie du divertissement français. Et c'est précisément ce statut d'idole nationale, construit sur plus de 40 ans de carrière, qui explique aujourd'hui l'ampleur du choc provoqué par les accusations d'agression sexuelle.
C'est en 2019 que les premières accusations d'agression sexuelle voient le jour. Patrick Bruel est en pleine tournée de son dernier album Ce soir on sort, quand une première plainte va tomber. En août 2019, une masseuse d'un hôtel en Corse va rapporter à la justice l'attitude que Patrick Bruel avait eue avec elle durant cette prestation. Il aurait laissé entendre qu'il voulait une prestation à caractère sexuel, il aurait été très lourd et insistant. Le parquet d'Ajaccio a alors ouvert une enquête préliminaire pour harcèlement sexuel et exhibition sexuelle. Pour vous expliquer rapidement le fonctionnement de la justice en France, si on veut porter plainte, il faut se rendre au commissariat pour déposer une plainte auprès des services de police. Ensuite, la police, elle va transmettre cette plainte au procureur. Le procureur de la République, c'est comme aux États-Unis, il va représenter ni la victime ni la personne accusée, mais l'État pour vérifier que la sécurité de l'État est bien préservée. Quand il reçoit des plaintes, il décide donc d'ouvrir une enquête ou non. Si les éléments donnés dans la plainte sont bien trop vagues, il n'ouvre pas d'enquête. On dit donc que la plainte est classée sans suite. Mais s'il estime qu'il y a assez d'éléments, il va ouvrir une enquête préliminaire. Durant cette enquête, le procureur, il va diriger la police en disant voilà, allez faire des investigations, allez enquêter, interviewer les gens, faites des gardes à vue, etc. À la fin de cette enquête préliminaire, si le procureur estime qu'il n'y a toujours pas assez d'éléments pour poursuivre la personne contre qui la plainte est déposée, alors il va classer la plainte sans suite. Cette plainte est relayée dans les médias et dans les jours qui suivent, 4 femmes également masseuses vont prendre la parole en expliquant qu'il leur serait arrivé la même chose lors de massages réalisés entre 2008 et 2017. J'arrive dans la pièce, il est nu, donc là je me suis dit bon, ça commence très très mal. Moi je lui ai dit de suite déjà mettre la serviette. Et ce qui le dérangeait, à chaque fois, il poussait la serviette tout le long du massage. Voilà, c'était très oppressant. Et lui était très oppressant puisque tout le long du massage, il souhaitait des prestations sexuelles. Et plus particulièrement, il voulait des massages, on va dire, au niveau de son anus. Et quand il s'est retourné, il m'a mis clairement la main aux fesses en me disant « Oups, j'ai pas fait exprès », il me collait contre la table. Et donc, en fait, j'étais en permanence en train de le repousser. Et à la fin du massage, il m'a dit « Tout ce qui se passe dans la cabine reste dans la cabine ». J'étais déconnectée de la réalité en fait et que les femmes pour lui c'est vraiment des objets sexuels. Suite à cela, il y a une autre enquête préliminaire qui a été ouverte. Le chanteur a été placé en garde à vue, il a été interviewé par la police et il a toujours nié. Il dit, je cite, « Je ne suis attiré que par les femmes qui ont du désir pour moi ». Les 2 plaintes ont été classées sans suite en 2020 pour insuffisance de preuves. C'est-à-dire qu'à la fin de l'enquête, le procureur il a estimé qu'il n'y avait pas assez de preuves pour poursuivre la personne et pour faire un procès et donc il a éteint entre guillemets la plainte. Alors attention, un classement sans suite ne veut pas dire que la personne a été innocentée par la justice, mais ça veut seulement dire que la justice estime manquer d'éléments, manquer de preuves pour pouvoir apporter ce procès devant un juge afin que le juge estime si oui ou non la personne est coupable. Pour votre information, en 2024, 86% des procédures pour violences sexuelles ont été classées sans suite. Donc c'est une très très grande majorité des procédures pour agression sexuelle. Ça ne veut pas dire que les personnes sont innocentes. Pendant 6 ans, l'affaire Patrick Bruel retombe dans le silence. Il continue sa carrière et petit à petit, les accusations d'agression se font oublier. En mars 2026, alors que Patrick Bruel est à l'affiche d'une pièce de théâtre à Paris, qu'il prévoit une grande tournée pour les 35 ans de son album culte, Mediapart publie une enquête dans laquelle 8 femmes accusent Patrick Bruel de violences sexuelles entre 1991 et 2019. Cet article va provoquer un effet boule de neige. Dans la foulée, de nombreuses femmes vont prendre la parole. En tout, plus d'une trentaine de femmes accusent Patrick Bruel de tentatives de viol, d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel. Et les faits se seraient déroulés dans des hôtels, chez lui, dans des loges, dans des taxis ou encore à des festivals. Certaines femmes témoignent anonymement, d'autres à visage découvert, certaines portent plainte, d'autres non. D'ailleurs, le décompte de plaintes est assez compliqué à tenir à ce jour parce qu'en France, on n'a pas accès aux plaintes officielles comme je peux avoir accès aux États-Unis. Alors, il y a plusieurs points communs à ces témoignages. Très souvent, Patrick Bruel les a rencontrés dans le cadre du travail. Très souvent, ces femmes seraient des femmes plus jeunes que lui, qui débutent dans leur carrière, ou alors qui auraient des métiers qui auraient moins de poids que la carrière de Patrick Bruel. Je vais pas vous parler de toutes les plaintes et de tous les témoignages puisqu'il y en a énormément, mais on va reprendre les plaintes dans un ordre chronologique. La plainte qui a sûrement eu le plus d'impact dans cette affaire, c'est celle de Flavie Flament pour un viol qui aurait eu lieu en 1991 à Paris. Le 15 mai 2026, Flavie Flament, qui est une célèbre animatrice française, va révéler anonymement dans Mediapart avoir déposé plainte avec constitution de partie civile contre Patrice Bruel pour un
qui aurait eu lieu en 1991. Et quelques jours plus tard, sur Instagram, elle décide dans une publication de révéler que c'est elle le témoignage anonyme qu'il y a eu dans Mediapart. J'ai de nouveau rendez-vous avec mon passé et un homme qui a pillé mon adolescence. Je porte plainte contre Patrick Bruel pour viol. À l'époque des faits qu'elle dénonce, Flavie a 16 ans. Elle débute dans le mannequinat et commence à apparaître à la télévision. Selon son récit, elle rencontre Patrick Bruel en 1991 après l'enregistrement d'une émission et elle se rend ensuite à son domicile après y avoir été invitée. Patrick Bruel, à cette période, il a 31 ans et je vous le rappelle, il est au sommet de sa carrière. On est en plein Bruel mania. Et je suis rentrée dans cet appartement, il m'a proposé un thé, j'ai bu ce thé. Et après, j'ai sombré dans un trou noir, ce que j'appelle le blackout. Quand j'ai ouvert les yeux, je l'ai vu, il était en train de me remettre mon pantalon comme, vous savez, comme une poupée. Pendant des années, elle explique avoir vécu avec une grosse interrogation sur cette journée et sur ce qui s'y est réellement passé. Mon esprit est en panique et mon corps ne répond pas. Et je le vois, il est en train de remettre mon pantalon comme on habillerait, mais un mort. Et il reboutonne le pantalon, il lève les yeux, il croise mon regard, il voit que je suis réveillée. Il prend la parole et il me dit tout simplement « Bien, je te ramène ». Elle devient alors présentatrice, elle anime une émission à succès et elle va recevoir à plusieurs reprises Patrick Bruel sur le plateau de son émission, mais elle expliquera avoir toujours évité de se retrouver seule avec lui. Le 16 septembre 2006, alors qu'elle se trouve dans un couloir, elle tombe nez à nez avec Patrick Bruel. Je suis dans un couloir, je suis seule, il me prend dans ses bras et puis j'entends à mon oreille « Tu te souviens ? On a couché ensemble ». Flavie Flament va expliquer que c'est à partir de cette rencontre qu'elle ouvrira les yeux sur ce qu'il s'est réellement passé et que ça lui donnera la confirmation du doute qu'elle avait que Patrick Bruel l'aurait bien cette journée-là de 1991. Alors, l'avocat de Patrick Bruel va répondre en niant toutes les allégations de Flavie. La relation était parfaitement consentie, elle s'est étalée sur plusieurs années, donc il n'y a aucun sujet là-dessus. Quand vous dites qu'il a eu une relation qui s'est étalée sur plusieurs années, vous parlez bien d'une relation comme d'un couple ou d'une relation, c'est pas une relation amicale. Non, mais comme deux personnes qui s'apprécient peuvent de temps en temps avoir une relation sexuelle lorsqu'ils se rencontrent. Un sex friend, pardon. Exactement. Mais c'est ça. En gros, Exactement. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que Flavie Flament et Patrick Bruel, par la suite, sont devenus des sex friends. Probable. Ce à quoi Flavie va répondre dans une émission. Et je ne l'ai revu que dans le cadre de mes émissions de télévision. Je n'ai jamais eu de relation sexuelle consentie avec Patrick Bruel. En fait, elle explique que si à l'époque, dans les émissions dans lesquelles elle était animatrice, si elle avait eu assez de poids et assez de force, elle aurait bien évidemment refusé de le recevoir. Je faisais en sorte de l'éviter. Je n'avais à l'époque pas le pouvoir de dire non. J'aurais pas eu de carrière. J'aurais renoncé à ma vie professionnelle. J'aurais été traitée de folle. Et elle précise qu'on ne se rend pas compte du poids qu'avait Patrick Bruel à cette époque-là. Imaginez-moi dire, je ne vais pas recevoir Patrick Bruel, qui est une star, parce que j'ai vécu ça lorsque j'avais 16 ans. Qu'est-ce qu'on m'aurait dit ? Qu'est-ce qu'on aurait fait ? C'est ça, en fait, la réalité. C'est ça qui nous muselle aussi. Il y a également eu 2 plaintes qui ont été déposées pour des tentatives de viol et agressions sexuelles au festival d'Acapulco au Mexique en 1997. La première personne qui a porté plainte, c'est Daniela Elstner. Elle a porté plainte en mars 2026. C'est la directrice générale d'Unifrance et elle va expliquer qu'à cette époque, elle avait 26 ans, c'était une jeune assistante et que Patrick Bruel l'aurait agressée dans 2 épisodes distincts. Le premier était dans un taxi. Patrick Bruel arrive derrière moi sans que je le voie et me pousse dans sa voiture. En quelques secondes, je me suis retrouvée dans la voiture, porte fermée, avec un homme qui me sautait dessus, m'embrassait de force, me déshabillait, me touchait la poitrine et le reste du corps. Elle dit qu'elle est dans un état de sidération. Patrick Bruel lui aurait dit grosso modo « Mais tu es qui ? Personne ne te croira, tu n'es rien, tu sais qui je suis, moi. » Et elle explique ensuite avoir subi une tentative de viol dans le bungalow du musicien. Elle explique qu'elle aurait pu s'enfuir car elle aurait hurlé, elle l'aurait repoussé avec force dans un instinct de survie. Daniela explique ensuite avoir raconté ça à une de ses collègues qui confirme cette histoire-là. Et ensuite, elle aurait également raconté ça au reste de l'équipe d'Unifrance qui lui aurait dit « Oh, c'est la vie, t'as vu comment t'étais habillée, t'es passé à côté d'un bon coup. » Voilà, sacrée époque. Il y a également Maïdi Roth qui est une artiste qui a porté plainte pour une présumée agression durant ce même festival en 1997. Et tout d'un coup, de façon vraiment un peu inattendue, la fenêtre était là et il se jette contre moi et il cherche à m'embrasser. J'étais en état de sidération. Une petite voix à l'intérieur de moi me dit « Le taxi va bientôt arriver, il faut gagner du temps ». Et je m'entends dire cette phrase qui sort toute seule comme ça «
fais gaffe, mon mec m'attend à la sortie du taxi. Et il me dit, c'est pas grave, je suis pas jaloux. Et cette phrase, elle est restée ancrée dans ma mémoire parce que je pense que j'ai compris à ce moment-là qu'il n'y a aucun sentiment. J'étais une proie. Il y a une autre plainte d'une journaliste pour des faits qui remontent aux années 2000. Cette journaliste affirme avoir rencontré Patrick Bruel dans sa chambre d'hôtel pour des raisons professionnelles lors d'un déplacement. Elle explique avoir été plaquée au sol, reçu des attouchements sexuels, qu'elle aurait réussi à se débattre et à s'enfuir en courant de la chambre d'hôtel. Il y a également eu une plainte pour 2 agressions présumées d'une femme qui travaillait dans le label de Patrick Bruel et elle explique qu'il l'aurait agressée 2 fois en 2002 et en 2003. En 2002, dans une loge de pièces de théâtre, Patrick Bruel l'aurait attrapée, aurait essayé de l'embrasser de force en collant son pénis en érection contre elle et en lui disant « Tu sens l'effet que tu me fais, tu sens comme elle est grosse et dure ». Puis en 2023, dans une chambre d'hôtel à Bruxelles, il l'aurait embrassée de force, poussée sur le lit, puis aurait baissé son bermuda en montrant son sexe en érection et elle dira « J'ai encore tenté de le repousser, il se frottait contre moi, il a fini par éjaculer sur le dessus de lit ». À l'époque, tout le monde minimisait, moi la première. Alors sachez que ce n'est pas du tout le seul témoignage concernant des présumées agressions sexuelles dans des loges. Il y a eu différentes femmes qui ont parlé de moments où elles se seraient retrouvées seules dans une loge avec Patrick Bruel lorsqu'elles travaillaient et qu'il y aurait eu des gestes sexuels non consentis, des baisers de force et d'autres agressions sexuelles de ce même style. Il y a également une autre plainte qui a été déposée pour des faits d'agression sexuelle qui se seraient déroulés à Metz en 2008. Il y a également une actrice et chanteuse qui a porté plainte contre Patrick Bruel pour une tentative de viol en 2010 chez lui à Neuilly. Elle explique qu'elle s'est rendue chez lui pour lui faire écouter ses maquettes, qu'il l'aurait alors embrassé de force, qu'il aurait tenté de lui imposer une fellation et qu'elle aurait été sauvée par le gong car une sonnerie aurait retenti, elle aurait réussi à s'enfuir. Cette femme a porté plainte en 2019 après avoir entendu les témoignages des masseuses en expliquant qu'elle a réalisé que finalement il faisait ça à d'autres femmes et cette plainte a été classée sans suite après l'enquête préliminaire. Elle a donc récemment décidé de redéposer plainte avec constitution de partie civile. Pour à nouveau des faits en 2010, il y a également Karen Wieser qui a porté plainte contre Patrick Bruel pour agression sexuelle en 2010 à Bruxelles. Karen Wieser est une attachée de presse et elle travaillait avec Patrick Bruel lorsqu'il était en pleine promotion en 2010 d'un de ses albums. Elle accompagnait donc Patrick Bruel à Bruxelles lors de sa promotion du film Comme les 5 doigts de la main. Et là, il me prendra par les poignets. Et il m'emmène dans les toilettes et me cloisonne dans les toilettes puisqu'il ferme la porte à clé. Je me retrouve adossée contre cette porte et là, on découvre une bête qui a envie que d'une chose, c'est de sexe. Il me caresse, ses lèvres sont dans mon cou, il essaie de passer, il remonte le long de mes jambes avec ses mains, il passe sous ma robe, il essaie de passer sous mes collants. Je réussis heureusement à me dépêtrer, à réouvrir la porte et à en sortir. Et là, il reprend son visage d'artiste en une fraction de seconde pour monter sur le plateau. Lorsque l'attaché de presse prend l'appareil photo d'un invité pour un cliché souvenir. Alors, je m'adapte à tous les engins. Attends, parce que là j'ai comme un problème. Non, il n'y a pas de problème. Il va prendre, je regarde. Un programme. Peu de temps après, elle explique qu'elle a déposé une plainte, mais finalement, elle l'a retirée très rapidement. Elle dit « Que va devenir ma carrière ensuite si j'ose avouer ce genre de choses ? Comment moi, une personne attachée de presse de 38 ans, je peux dire que Patrick Bruel, l'icône qui est idolâtrée par tellement de monde, m'aurait fait des avances et aurait porté une atteinte sexuelle sur moi ? Je veux dire, ça semble tellement improbable que je n'avais absolument aucune crédibilité par rapport à tout ça. » Et finalement, elle trouvera la force de porter plainte à nouveau contre le chanteur en 2026, après avoir entendu parler de toutes les plaintes et tous les témoignages qu'il y a eu contre Patrick Bruel. En 2015, une plainte d'Ophélie Fachefer pour viol et agression pour des faits remontant à 2015. Elle explique qu'à l'époque, elle était âgée de 19 ans et elle était engagée comme figurante sur le clip des Enfoirés. Après plusieurs échanges, elle serait allée lui rendre visite chez lui, il l'aurait embrassée de force et aurait également commis des pénétrations digitales dans une piscine. Elle dira notamment « Patrick Bruel m'a volé ma première fois, mon insouciance ». En 2021, Ophélie Fachefer avait déjà déposé plainte, mais cette plainte avait été classée sans suite. Et pourtant, en 2026, le parquet a décidé de réouvrir cette plainte. Comment c'est possible ? Je vous avais dit que le parquet, donc le procureur, il peut décider de classer une plainte sans suite, mais si dans le futur on découvre des nouveaux éléments, alors il peut à tout moment réouvrir une enquête. C'est donc ici ce qui s'est passé, comme il y a eu énormément d'autres témoignages, et il y a également eu, en 2019, les fameux massages. Le parquet a également
également décidé de réouvrir les enquêtes concernant les plaintes des masseuses, justement en prenant en compte également les nouveaux témoignages et les nouvelles plaintes. Et ce qui nous a surpris ici, c'est que très rapidement, après la sortie des premières plaintes, on s'est rendu compte que énormément de gens savaient. On a découvert que ce qui a été un choc pour nous n'était pas vraiment une surprise dans le milieu. Dans les couloirs des labels, dans les loges des festivals, sur les tournages, ça circule depuis des années. D'ailleurs, quand j'ai parlé sur mes réseaux sociaux du fait que j'allais faire une vidéo sur Patrick Bruel, c'est la première fois depuis que je suis sur YouTube qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent qui m'ont envoyé un message en m'expliquant qu'elles avaient déjà vu Patrick Bruel, que ça ne les étonne absolument pas, que Patrick Bruel avait eu un comportement très déplacé avec elle, très insistant, très lourd. Et les langues ont commencé à se délier, notamment de nombreuses personnes qui ont travaillé avec Patrick Bruel de proche ou de loin, ont partagé leur expérience et leur vécu avec lui. Il y a un régisseur qui a accompagné Patrick Bruel sur plusieurs tournages, qui a dit dans Libération, tout le monde savait. Il frappait aux portes des chambres d'hôtel de toutes les meufs jusqu'à ce qu'il y en a une qui ouvre. On dit aussi, Patrick Bruel se montrait hyper pushy avec de très jeunes femmes. Une technicienne de plateau dira, lors du tournage d'une émission, il y a une vingtaine d'années, le chanteur lui aurait demandé de lui ramener dans sa loge la stagiaire, une fille de 18 ou 20 ans, très mignonne. J'ai couru dire à la gamine de partir. Elle m'a dit qu'il l'avait matée et saoulée toute la journée. Elle est partie en me remerciant. Il y a également Charlotte Chaffanjon qui est venue témoigner sur le plateau de C'est à vous. C'est la directrice du service d'enquête de Libération et elle a interrogé énormément de personnes du milieu. Tous disent d'ailleurs qu'ils savaient que c'était un dragueur compulsif, un séducteur. J'ai beaucoup entendu parfois lourd de gens sur les tournages, dans les labels, des salariés d'émissions de télévision. Disons que c'est plus, on savait qu'il forçait, qu'il s'y reprenait à plusieurs fois, qu'il frappait aux portes des chambres d'hôtel, on savait qu'il fallait pas le laisser seul avec une femme. Jusqu'à donner des consignes aux personnes qui travaillaient avec Patrick Bruel à l'époque. Il y a par exemple une bénévole des Enfoirés qui dira « La production nous disait de faire attention et de ne pas rester seule avec lui ». Alors vous allez vous dire, mais pourquoi si tout le monde savait, personne n'a rien dit? Alors oui, c'est très étonnant parce que surtout on parle de 35 ans de faits présumés. Mais d'une part, c'était toute une époque, donc les gens avaient plus tendance à en rire en disant « Ah, attention, ne te retrouve pas dans une pièce toute seule avec Patrick ». Et puis il était un peu la vache à lait du label, c'est-à-dire il vendait énormément de disques, il remplissait les salles, il était extrêmement puissant et que donc c'était difficile de se le mettre à dos. Le label dans lequel il était, BMG, il aurait été renommé Bruel Music Group. Comme on l'a dit, c'est également une société qui était différente. Les choses étaient bien plus minimisées. Et il y a également cette peur de Patrick Bruel, cette peur d'être blacklisté. Donc finalement, c'est tout ça qui fait que personne n'a parlé avant. Mais que dit Patrick Bruel dans tout ça? Eh bien, Patrick Bruel, depuis le début, il nie. Par l'intermédiaire de ses avocats, l'équipe de Patrick Bruel a expliqué à Mediapart que s'il a pu chercher à séduire, proposer des relations intimes, parfois de manière directe ou maladroite, il n'a jamais rien imposé à quiconque et n'est jamais passé outre les réticences et a fortiori le refus d'une femme. Suite à la plainte de Flavie Flament, il publiera sur son compte Instagram « Cette relation ne fut ni violente, ni contrainte, ni sournoise. Il n'y a eu ni viol, ni drogue. Il parle d'une complicité née de souvenirs communs. Je sais simplement que cette histoire est fausse. Ce sera à la justice en laquelle j'ai toute confiance de faire toute la lumière sur ces accusations. Elle l'a déjà fait par le passé. Dans ce temps, je continuerai de faire mon métier avec le même dévouement et la même passion. Patrick. Je vous préviens d'avance, c'est très compliqué d'avoir des informations fiables par rapport à la procédure de Patrick Bruel. En France, il y a ce qu'on appelle le principe du secret de l'instruction qui empêche théoriquement aux procureurs qui gèrent les enquêtes en cours de partager aux médias ce qui se passe. Donc les médias se contredisent un petit peu tous entre eux, ils donnent des informations différentes et ça a été assez compliqué pour moi de comprendre ce qui se passait. Donc grosso modo, il y a 2 grosses enquêtes en cours, une au parquet de Paris et une au parquet de Nanterre, qui rassemblent toutes les plaintes qui ont été déposées. On ne sait pas combien de plaintes ont été déposées, certains médias parlent de 13 plaintes, d'autres médias parlent de près de 30 plaintes, mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a plus d'une dizaine, et qu'elles ne sont pas prêtes de s'arrêter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une plainte ne déclenche pas forcément l'ouverture d'une enquête. Ça peut être pour différentes raisons. La première est pour faute d'éléments. L'exception à ce manque d'éléments, c'est la plainte avec constitution de partie civile. Flavie Flament et d'autres femmes ont décidé de porter plainte avec constitution de partie civile. Ça veut dire que la victime, elle ne va pas passer par le procureur pour mener l'enquête, mais elle va directement saisir ce qu'on appelle le juge d'instruction. Le juge d'instruction, on l'appelle juge, mais il n'est pas là pour juger. C'est un enquêteur qui va enquêter de manière beaucoup
plus approfondi que le procureur. On le saisit parce qu'on lui dit « Salut, il y a une plainte très complexe » ou alors « Salut, il y a une plainte avec constitution de partie civile ». Il va diriger la police, va mener une enquête très approfondie, va faire un petit compte rendu, va l'envoyer au procureur et c'est à ce moment-là que le procureur il dit « Ok, on va poursuivre la personne ou alors on va la classer sans suite ». La victime qui s'est constituée partie civile, ça veut dire qu'elle va être partie au procès, on va l'informer des avancées de l'enquête et ça lui permet à ce qu'il y ait obligatoirement une enquête avant de classer sans suite ou non. Alors vous allez me dire mais pourquoi dans ces cas-là tout le monde ne porte pas plainte avec constitution de partie civile si ça permet d'avoir forcément une enquête derrière? C'est une plainte qui est plus difficile à mettre en place, elle coûte plus cher et elle est possible que pour les crimes et non les délits. Par exemple, le V c'est un crime mais l'agression sexuelle c'est un délit. Et donc la potentielle victime d'agression sexuelle, elle doit d'abord déposer une plainte normale, que la plainte soit classée sans suite, et après ça, elle peut déposer une plainte avec constitution de partie civile. Et une plainte, elle peut être éteinte pour manque de faits, mais également si les faits sont prescrits. Quand on est victime d'un crime ou un délit, on a un certain délai pour aller porter plainte. Après quoi, on ne pourra plus voir d'enquête s'ouvrir pour le crime ou le délit qu'on aurait subi. Les agressions sexuelles sont des délits, on peut porter plainte jusqu'à 6 ans après les faits. Les V sont des crimes, on peut donc porter plainte jusqu'à 20 ans après les faits. Et il y a une différence avec les V sur personnes mineures qui peuvent porter plainte jusqu'à 30 ans après leur majorité. Alors sachez que tout ça c'est nouveau parce que jusqu'en 2017, pour les délits c'était 3 ans et pour les crimes c'était 6 ans pour porter plainte. On progresse. Et donc certaines plaintes qui viennent d'être déposées contre Patrick Bruel ne pourraient théoriquement pas être prises en compte, car les faits sont prescrits. Mais alors vous allez me dire, par exemple, pourquoi Flavie Flament, qui a porté plainte pour des faits remontant à 1991, donc à 35 ans, peut porter plainte contre Patrick Bruel pour V? Eh bien c'est grâce à ce qu'on appelle la prescription glissante. Ça a été créé il y a peu de temps, et ça permet à ce qu'une victime dite prescrite puisse bénéficier d'une enquête judiciaire, et donc peut-être ensuite d'un procès. Il faut 2 conditions. D'abord, il faut que l'auteur des faits ait récidivé sur une seconde victime alors que la prescription n'était pas atteinte pour la première. Et la deuxième condition, c'est que la prescription de la deuxième victime ne soit pas atteinte lorsque la première victime porte plainte. Ici par exemple, Flavie Flament aurait été V par Patrick Bruel en 1991. Comme elle était mineure au moment des faits, elle avait 30 ans après sa majorité pour pouvoir porter plainte, c'est-à-dire qu'elle avait jusqu'en 2022 pour porter plainte. Or, elle a déposé une plainte en 2026. Avant 2022, il y a eu d'autres victimes présumées de Patrick Bruel, notamment en 2010, 2015, 2019, etc. Et Flavie Flament a porté plainte quand la prescription de ces victimes présumées n'était pas éteinte. Et il y a une troisième exception, c'est la connexité entre les affaires. Si une même personne est accusée par de nombreuses victimes d'avoir commis des faits similaires, alors même s'il y en a certaines qui ont été prescrites, ou même s'il y en a qui individuellement manqueraient de faits ou d'éléments pour ouvrir une enquête, on va rassembler toutes ces plaintes ensemble pour pouvoir mener une grosse enquête centrale. Ça évite qu'il y ait différents procureurs qui travaillent sur des faits qui soient connexes ou liés entre eux, etc. Alors ici, comme c'est une très grosse enquête et qu'il y a eu différentes plaintes avec constitution de partie civile, c'est donc pas une enquête préliminaire, mais une instruction judiciaire qui est en cours, et c'est donc un juge d'instruction qui est à la tête de cette instruction et qui est en train de mener cette grosse enquête d'ampleur. L'instruction judiciaire va sûrement durer des années, on parle de minimum 4-5 ans. Il y a énormément de victimes présumées, elles arrivent également au compte-gouttes, donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait de nouvelles victimes qui prennent la parole, qui portent plainte au fur et à mesure des années. Il va falloir auditionner beaucoup de témoins, beaucoup de personnes du milieu. Il va y avoir des confrontations entre les différentes victimes, les témoins, la personne qui est accusée, donc Patrick Bruel. On parle pas d'un petit dossier, mais on parle de plus de 35 ans de faits. Ça va donc prendre des années. Patrick Bruel a été placé en garde à vue le lundi 8 juin au matin. Patrick Bruel est resté le temps maximum possible du garde à vue, c'est-à-dire 48 heures. À la fin de la garde à vue, il y a 3 options. Soit Patrick Bruel est placé en tant que témoin assisté, ça veut dire qu'il est mis en cause pour des violences sexuelles, mais les personnes qui enquêtent estiment qu'il n'y a pas assez d'éléments pour le soupçonner officiellement à ce stade. Soit il est mis en examen, ça veut dire qu'il est officiellement soupçonné d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Et il peut être également mis en détention provisoire d'ici le jugement, mais attention, la détention provisoire c'est une exception et elle est mise en œuvre que si c'est le seul moyen pour mener à bien l'enquête. Ici, les procureurs ont demandé au juge d'instruction de placer Patrick Bruel en détention provisoire, ce qui a été très surprenant. C'est encore jamais arrivé pour une personnalité publique dans
ce genre d'affaires, comme par exemple Gérard Depardieu, mais c'est également surprenant parce que l'enquête a démarré il y a très peu de temps. Bon, on pense qu'au vu des faits actuels, de la médiatisation de ce qui se passe et de la tension générale autour de la justice, les procureurs vont avoir tendance à être un petit peu plus stricts que d'habitude. Patrick Bruel a donc été entendu par 4 juges d'instruction, ce qui est énorme, ce n'est jamais arrivé. D'habitude, il y a 2 juges d'instruction, il n'y en a jamais 4, mais ça montre l'ampleur de la procédure et surtout l'impact médiatique que ça a. Et à la fin de l'entretien, les juges d'instruction ont refusé la mise en détention provisoire, mais ils ont tout de même mis Patrick Bruel en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Mais il ressort assorti d'un contrôle judiciaire, c'est-à-dire que le juge va lui demander de respecter certaines conditions durant le temps de l'enquête. Il n'a pas le droit de fréquenter des salons de massage, il n'a pas le droit de quitter la France, il a donné son passeport, il ne peut pas se rendre au domicile des victimes, il a besoin de justifier un soin psychologique et il doit donner une caution de 500 000 €. C'est une décision impressionnante, d'autant plus qu'il y a une semaine, il était encore acclamé sur la scène. Vous avez été nombreux à me demander mais quelles sont les preuves. Le problème dans ce genre d'enquête, et ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, c'est que lors d'un V, il y a très difficilement des preuves. Si on ne va pas aux unités médico-judiciaires juste après s'être fait agresser pour prélever les traces sur le corps, en quelques jours, il n'y a plus de traces. Et donc si la personne porte plainte 1 mois, 2 mois, voire 5, 10 ans après, il n'y aura aucune preuve. Il n'y a pas d'arme de crime, il n'y a pas de scène de crime. C'est donc très souvent la parole de l'un face à la parole de l'autre. Et le problème, c'est que lorsqu'il y a des victimes de V ou alors de violences sexuelles, on remet énormément la parole de la victime présumée en question. D'autant plus que, en général, la victime a des traumatismes, elle a parfois une amnésie des faits qui se sont passés, elle peut également être troublée, donc ne pas se rappeler exactement de l'ordre des faits. Parfois, ce sont des faits qui remontent à des dizaines d'années, et donc c'est pour ça que très souvent, les plaintes pour violences sexuelles finissent en non-lieu. Mais de toute façon, tout ça, ça sera dans des années, puisque la justice est lente, parfois trop, mais on peut pas condamner quelqu'un avant d'avoir tout examiné, interrogé tout le monde. C'est des décisions qui ne sont pas neutres, et donc c'est pour ça que la justice prend son temps. Mais elle prend un petit peu trop son temps selon certains, et c'est donc pour ça qu'on dit qu'il y a 2 tribunaux à 2 vitesses, le tribunal de la justice et le tribunal de la société. En attendant les résultats du système judiciaire, les médias, les citoyens ont besoin d'avoir une réponse et donc d'agir en fonction. Alors déjà, les enquêtes sont également faites par les médias en parallèle. Ils vont essayer de décortiquer les moindres interviews qu'il y a eu dans le passé, les moindres témoignages qu'il y a eu dans le passé, les moindres faits et gestes de Patrick Bruel. Ensuite, il y a énormément de présumées victimes qui vont aller témoigner sur les plateaux télé, dans les journaux, etc. Et qui d'autre, dans les personnes qui l'ont côtoyé, notamment dans les enfoirés, ont pris la parole? Eh bien, très peu de personnes. Il y a Zazie qui a expliqué que c'était un grand séducteur, un grand dragueur, que ce n'était pas un scoop. Mais sinon, les personnes célèbres sont assez frileuses à l'idée de témoigner ce qu'elles auraient vu ou non. Et dans ce tribunal médiatique, évidemment, Patrick Bruel se défend également. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va faire un post Instagram pour se défendre. Il pourrait très bien le faire seulement devant la justice et devant les juges. Il faut également qu'il se défende devant les médias et la société. Et d'ailleurs, on sent qu'il y a déjà un verdict de la société. Peu après les plaintes, la pression sociale a commencé à se faire ressentir. Il y a eu différentes activistes qui sont venus perturber les présentations au théâtre de Patrick Bruel. Il y a également eu des pétitions qui ont récolté des dizaines de milliers de signatures demandant l'annulation de sa tournée, de ses prochaines dates. Et le verdict est donc tombé. Patrick Bruel a annulé ses prochains concerts et sa participation à des festivals jusqu'en septembre. Il s'est également mis en retrait des enfoirés. Il y a également des radios qui ont annoncé qu'elles ne diffuseraient plus des chansons de Patrick Bruel sur leurs antennes. Et la dernière nouvelle est que la tournée de théâtre dans laquelle Patrick Bruel jouait a été suspendue. Donc la société, pour l'instant, elle semble le déclarer coupable. Pourtant, Patrick Bruel reste présumé innocent. Rappelons-le, Patrick Bruel est et restera présumé innocent jusqu'à un potentiel verdict. Ça signifie qu'une personne ne peut pas être tenue coupable tant qu'elle n'a pas été définitivement condamnée, mais attention, ça ne veut dire en aucun cas que l'on doit fermer les yeux sur une enquête en cours, et c'est pas non plus une excuse pour faire taire les présumées victimes. D'ailleurs, il y a de nombreuses personnes qui se demandaient mais comment ça se fait qu'il peut continuer à travailler, qu'il peut continuer ses tournées. En fait, il n'y a rien légalement qui interdit quelqu'un à exercer son métier durant une enquête, à part si le juge l'impose spécifiquement, ce
qui ici n'a pas été le cas. Mais attention, il y a quand même une question de droit du travail qui se pose. Le Code du travail impose à l'employeur d'assurer la sécurité physique et mentale de l'ensemble des travailleurs, quelles que soient les natures de la menace. Donc si les enfoirés, par exemple, ils savaient très bien que Patrick Bruel, c'était une menace pour les jeunes femmes, et qu'il disait d'ailleurs aux personnes « Attention, ne vous retrouvez pas avec Patrick Bruel seul dans une pièce », et que pourtant, il n'aurait rien mis en place pour protéger les employés de Patrick Bruel, alors ils pourraient voir leurs responsabilités engagées. Attention, la direction des enfoirés, ils ont expliqué qu'ils avaient mis en place depuis plusieurs années des moyens de protection des victimes, etc. Mais ils n'ont pas parlé de mesures mises en place concernant Patrick Bruel spécifiquement. Il y a de nombreuses personnes qui ont critiqué le fait que ce procès soit un procès médiatique, le fait qu'il fallait attendre que Patrick Bruel soit condamné ou non par la justice pour qu'il arrête d'exercer, et également des personnes qui ont remis en cause les victimes en se demandant mais pourquoi est-ce qu'elles vont toutes témoigner sur des plateaux télé, est-ce qu'elles veulent la lumière, etc. Alors dans un premier temps, rappelons que c'est grâce à la médiatisation que les présumées victimes osent prendre la parole. Il y a quelque chose qui est revenu chez toutes les présumées victimes, c'est qu'elles ont peur de parler face à un géant des médias français comme Patrick Bruel. De un, il y a un rapport de pouvoir. Ces femmes-là, elles ont beaucoup moins de poids dans la société que Patrick Bruel. Alors ensuite, les fans jouent également un grand rôle. Les gens n'ont pas envie de voir que Patrick Bruel pourrait en fait être un violeur. Les gens n'ont pas forcément envie de croire les victimes, ça ne les arrange pas. Et c'est d'ailleurs la même chose à chaque fois que je fais une vidéo sur une personnalité publique qui serait potentiellement un violeur. Il y a une vague de commentaires qui vont prendre la défense, quitte à fermer complètement les yeux sur ce que je dis, puisque les femmes de toute personnalité publique n'ont pas envie de voir l'image de la personne qu'ils adulent être ternie. Et ça, je trouve que c'est très problématique, ça freine la parole des victimes, ça les pousse à se taire, à laisser les choses se reproduire, et surtout à ne pas être réparées. Ensuite, la prise de parole de toutes ces femmes, c'est également la dénonciation d'une époque. La secrétaire générale d'Unifrance, quand elle prend la parole, elle dit qu'à l'époque, quand elle expliquait ça à ses collègues d'Unifrance, ils lui répondaient « On est toutes passées par là, t'as vu comment t'étais habillée ? Oh, il s'est rien passé, t'as loupé un bon coup. » À l'époque, il y avait une normalisation des violences sexuelles. Pareil, il y a une éclairagiste du Bataclan qui explique, quand elle en a parlé, tout le monde rigolait. D'autres femmes expliquent que si elles en avaient parlé à l'époque, on les aurait traitées de folles et d'hystériques. Il a une telle notoriété, je pense également qu'il est protégé par nombreux médias. On ne vous a pas cru ? On va dire à 70% des cas, c'était « mais non, c'est pas possible, pas Patrick Bruel, tu t'es fait des films ». Donc je me suis très vite tue. J'étais une victime et on continuait à idolâtrer Patrick Bruel. Et dans les 30% des cas restants, on vous a dit quoi ? Que je n'arriverais pas, quoi qu'il en soit, que porter plainte n'aboutirait pas parce que j'étais une jeune attachée de presse belge, solo, qui allait porter plainte contre une idole. J'ai l'impression d'avoir relu les mêmes témoignages que j'avais lus lorsque je faisais la vidéo sur Gérard Depardieu. C'était une époque où tout le monde riait, tout le monde le savait, les gens minimisaient. Si les femmes parlent aujourd'hui, c'est parce qu'elles se disent qu'on est peut-être davantage disposé à les écouter, puisqu'il y a MeToo qui est passé par là, on se moque moins des femmes, on les écoute plus, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire, qu'on soit bien d'accord. En plus de ne pas croire ces victimes, elles deviennent les méchantes. On renverse totalement le discours. Au lieu de les écouter, on se dit tiens, c'est des profiteuses, elles veulent la lumière, elles veulent de l'argent, elles sont jalouses. Et qu'on soit bien d'accord, une victime de violence sexuelle, lorsqu'elle prend la parole publiquement, elle a tout à perdre. Imaginez-vous devoir l'annoncer à vos parents, vos frères et sœurs, devoir subir le regard de la société sur vous qui change, de devoir avoir peur de perdre son travail, risquer de recevoir des milliers de menaces de mort. Et beaucoup de victimes expliqueront que parler publiquement, c'est revivre deuxième fois le traumatisme. Donc ces femmes, elles préfèrent se taire jusqu'à ce qu'elles voient d'autres femmes prendre la parole. La plupart des femmes qui ont pris la parole, qui ont porté plainte et qui ont témoigné, elles expliquent qu'elles sont passées par tous ces schémas de pensée jusqu'à ce qu'elles se rendent compte qu'elles ne sont pas seules, que d'autres femmes ont traversé ça, que ces femmes parlent et donc qu'elles vont peut-être enfin être écoutées et prises au sérieux si elles parlent. Ensuite, en dehors de la prise de parole des autres femmes, c'est grâce à la médiatisation dans différentes affaires que la justice va prendre au sérieux les présumées victimes. Avant l'enquête de Mediapart de 2026, il y a eu d'autres enquêtes qui ont été classées sans suite, et c'est dans certains cas, lorsque les médias commencent à en parler et que donc l'opinion publique commence à s'en mêler, que la justice va agir et va commencer à aller regarder ce qui se passe. Je vous rappelle que 84% des plaintes d'agression sexuelle sont classées sans suite. Donc une plainte isolée qui n'est pas médiatisée, elle a beaucoup moins de chances de déboucher sur une enquête et sur un procès qu'une plainte qui est médiatisée, qui va choquer l'opinion publique, puisque les gens attendent une réponse et une explication à ces faits présumés qui sont mis en lumière par la victime. Et il y a également un autre point, c'est aussi grâce au fait qu'il y ait des femmes connues et des femmes
puissante que les autres présumées victimes sont bien plus prises au sérieux et écoutées. Après avoir témoigné anonymement, quand j'ai vu Patrick Bruel sortir du théâtre et continuer quelque part à insulter la parole de ces femmes qui m'ont précédée, et là il faut que je fasse quelque chose, et c'est là que j'ai décidé de sortir de l'anonymat. Pour que les autres femmes puissent elles-mêmes être entendues. Il y a d'ailleurs eu un énorme avant-après Flavie Flament dans l'histoire de Patrick Bruel. Vous dire, c'est que c'est un soulagement parce que avant moi, et c'est ça qui est particulièrement dégueulasse et qui provoque une véritable indignation chez moi, avant moi, il y a des femmes qui pendant des mois, pendant des années ont essayé de se faire entendre et il a fallu la médiatisation de ma plainte pour que les choses avancent. Et je trouve que c'est particulièrement injuste. On ne sait pas encore quelle va être la suite de l'enquête contre Patrick Bruel. On ne sait pas encore s'il va y avoir un procès ou non. Ça dépendra de la conclusion de l'instruction judiciaire, de la décision du procureur. Mais honnêtement, ça m'étonnerait très fortement qu'il n'y ait pas de procès au vu de l'impact médiatique, de l'attente des gens, du nombre de victimes présumées. Je pense très fortement qu'il y aura un procès dans 4-5 ans, d'ici 2030, 2031. Je pense qu'il y a d'autres femmes qui prendront la parole dans le futur, qui porteront plainte. Et je pense que finalement, les articles de Mediapart, ça a permis d'ouvrir la boîte de Pandore. Maintenant, Patrick Bruel reste présumé innocent jusqu'à son procès et son verdict. Mais d'ici là, laissons les enquêteurs faire leur travail. Et si vous êtes victime de violences sexuelles, je vais mettre le lien en biographie pour pouvoir contacter des personnes qui peuvent vous aider. Et écoutons les victimes de violences sexuelles, de violences. Laissons-leur la parole. C'est très 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 important. Et comme dirait une très grande femme, Gisèle Pellicot, il faut que la honte change de camp. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci également à Anglify de sponsoriser cette vidéo et de me permettre de continuer à faire ce que je fais. Je mets le lien en biographie si vous voulez avoir un premier rendez-vous. Et si vous n'avez pas vu mon reportage sur Ice, n'hésitez pas à aller le voir. Et je vais d'ailleurs faire un nouveau reportage qui sortira mi-juillet concernant les féminicides. D'ici là, prenez soin de vous.